Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, c'est bien, on a une belle salle ce soir. Là, j'ai l'impression d'animer un congrès du modem. Non, je déconne, vous êtes bien plus nombreux. Alors, mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question. Ce soir, cher public nantais, est-ce que vous allez bien? C'est pas normal. Vous n'êtes pas français? Si? Non, je dis ça parce qu'en fait, vous savez, ce matin, je suis venu en train, et donc je lisais Le Point. Vous savez, Le Point, hein, ce magazine formidable qui, une semaine sur deux, fait un reportage soit sur les francs-maçons, soit sur François Hollande. Ah, ils ont que 2 couvertures. Et j'ai lu un sondage qui m'a vraiment laissé sans voix. Figurez-vous qu'en 2012, ils ont fait le bilan de l'année. Eh bien, le moral des Français était plus bas que sous l'occupation. Vous vous rendez compte? Ils essaient de nous faire croire qu'il y a un type qui a fait un sondage sur l'occupation. Et alors, un peu plus loin dans l'Express, toujours, il t'expliquait, enfin dans Le Point, il t'expliquait qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les Français sont censés être plus pessimistes que les Afghans. Alors moi, je veux bien. Mais comment ils ont répondu au sondage des Afghans? Oui, c'est vrai. Des fois, les talibans, ils nous coupent les oreilles. Bon, de temps en temps, les soldats américains, ils nous tirent dessus. Bon, enfin, j'ai envie de dire, on a quand même le beau temps. Non, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui, objectivement, que les Français soient aussi défaitistes? Bon, en même temps, je pose la question, mais c'est purement rhétorique, hein. Non, parce que c'est vrai qu'en ce moment, quand t'allumes ton téléviseur, tu comprends pourquoi on fait la gueule, hein. Vous savez, l'autre fois, je suis tombé sur Sophie Davant. C'est la petite blonde qui a remplacé Delarue dans son émission tous les après-midi. Jean-Luc qui nous a quittés, d'ailleurs. Petite parenthèse, moi, je trouve ça complètement con d'arrêter la drogue pour mourir 1 an après, hein. Vous vous rendez compte que le dernier truc qu'il a entendu, ce type-là, sur son lit d'hôpital, c'est un médecin qui lui disait « Rajoutez-lui de la morphine ». Alors, j'en reviens à Sophie Davant, je regardais le sommaire de l'émission, c'était édifiant, hein. Elle était là, comme ça, fait « Bonjour, aujourd'hui, dans toute une histoire, êtes-vous pour ou contre les chiens méchants, sans muselière, qui ont la rage et qui mangent des bébés oubliés dans des voitures par des parents qui n'ont plus de place dans leur congélateur ?» Et ça, c'est censé être une émission de divertissement. Mais moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la manière dont les médias nous balancent des horreurs à longueur de journée. Il y a de ça 3 ans. Ça remonte un petit peu. J'ai commencé avec le tremblement de terre en Haïti. Vous en souvenez? Tremblement de terre pour lequel il y a eu un formidable élan de solidarité. Grâce à Haïti, le marché d'adoption est en plein boom. Après l'iPod, après l'iPhone, voici l'haïtien. Tout le monde en voulait, hein. Regardez, je viens de recevoir le mien, il est encore en position vibreur depuis le tremblement de terre. Oui, je sais. Là, vous êtes en train de dire « Oh !» Non, quand même. Attends, peut-on rire de tout? Bien sûr que non. En 20 minutes, c'est pas possible. Non, après, il y a eu quoi? Il y a eu... Ah bah, il y a eu le président polonais. Tu sais, le président polonais qui s'est craché avec la moitié de son gouvernement. Parce que le pilote s'est pris un arbre. Il s'est pris un arbre. En avion. Eh mais franchement, quand tu vois le niveau des pilotes polonais, tu comprends pourquoi Jean-Paul II, il embrassait le sol à chaque fois qu'il atterrissait quelque part, hein. Toujours les mêmes discours, toujours les mêmes airs. Hollande, Belgique.
toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Sigrist. Salut Frédéric. Bonjour Amanda. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors, nous allons vendre aujourd'hui ce petit verre. C'est très content d'être là. comme ça quand on dit bonjour. Je vois que tu es content d'être là. Oui, bah de toute façon, tu sais, moi, dès qu'on m'invite et puis voilà, qu'on me propose de boire un verre ou ce genre de choses, pas de T'es souci. présent, quoi. Oui. Voilà. Oui. Ça va, t'es bien assis? Oui, ça va. C'est confortable? Oui. Alors, c'est pas le premier truc qui saute aux yeux, là, comme ça, tout de suite, parce qu'on le décèle ni par le biais de ton nom, ni dans ton plastique. Mais en fait, t'es noir, en fait, t'es métisse. Oui, oui, mais simplement, voilà, au contraire de beaucoup de gens, je fais beaucoup d'efforts pour m'intégrer, donc j'ai essayé de cacher ça. Donc oui, mon père est noir. Guadeloupe, c'est ça? Guadeloupe. Enfin, il était noir. Enfin, là, il est surtout mort, mais il était noir au début. On est triste, on est Maintenant, désolé. il l'est moins. Comme quoi, quand on veut. On peut. On peut. Donc, du coup, toi, c'est Lorraine, Guadeloupe. Guadeloupe, donc, t'es oui. plutôt... Enfin, je suis complètement lorrain, en fait, parce que lui, c'est surtout... Il est venu dans les années 70 pour trouver du taf, puis se taper des métropolitaines. Et ma mère, qui n'était pas farouche, donc... Elle a dit oui. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Alors toi, contrairement à beaucoup d'humoristes, c'était pas foncièrement une vocation. Bon, quand tu étais petit, tu provoquais l'hilarité de tes camarades de classe, mais malgré toi, avec des questions innocentes. Mais c'est toujours pas une vocation, hein. Moi, je comprends pas pourquoi les gens s'évertuent à me payer chaque mois voilà. Je trouve ça très bien, hein, s'ils ont envie de me donner de l'argent pour m'entendre parler, c'est une chose. Mais non, c'était... Enfin, moi, au début, je voulais devenir dessinateur. Tout au commencement, c'est ça, je voulais, parce que j'adore les univers imaginaires, le dessin, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il fallait passer trop de temps devant une feuille de papier, une table, etc. Et que finalement, c'était plus facile de dessiner ses histoires avec sa voix et son corps que de dessiner. Donc je me suis dit, voilà. Oui, enfin, ça t'a quand même demandé un petit peu de travail, parce que bon, t'étais un cancre à l'école primaire, ça, tout le monde ne le sait pas d'ailleurs, c'était un cancre. Oui. En revanche, à un moment donné, tu as eu un vrai déclic, et tu as quand même fait 3 ans de formation théâtrale, tu t'es donné comme un malade, tu as été super studieux, et tu te retrouves à danser la danse des canards comme Géo au Club Med. Est-ce que tu crois que ton métissage t'a porté préjudice? Je pense que là, pour le coup, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que... Parce que tu te voyais quand même jouer du coltès, toi. Oui, in du fine, coltès. C'était du coltès. Oui. Mais en fait, c'est deux écoles. C'est-à-dire que tu peux jouer, tu peux être formé en jouant du coltès, tu sais, dans des grands cours de théâtre comme ça, où tout le monde est en jogging, des bardeurs noirs, comme ça, on se jette par terre. Tu fais la montagne. Voilà, les exercices de balle japonaise, Stanislavski, en fait, la totale. Et puis après, tu te retrouves au Club Méditerranée où là, tu as vraiment envie de tirer les gens vers le haut, tu vois, et tu te rends compte que les gens sont non, fais-nous rire, quoi. Mais j'ai beaucoup appris. Ouais, et je me suis rendu compte qu'il y avait, vis-à-vis du spectateur, un champ des possibles énorme. Et puis que, voilà, au bout d'un moment, tu n'as plus beaucoup d'ego non plus sur toi-même. Parce que Quand même, le truc ton truc à toi, c'est vraiment l'écriture corrosive, drôle, engagée, et notamment quand il s'agit de politique. Drôle, engagé, notamment quand bien, tu sens c'est drôle, engagé, un truc voilà. hardcore, quoi. Incisif. Donc notamment quand tu parles de politique, d'où t'es venu ce goût justement pour la politique? Parce que c'est quand même tu parles souvent politique. Oui, et ben en fait, alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, moi, la politique, jusqu'en 2006. 2005, j'en avais vraiment rien à battre. C'était, moi j'ai grandi en cité HLM, donc qui est le président, droite, gauche, j'en avais, mais je m'en foutais mais complètement. Et je suis pas loin de retourner à cet état d'esprit, mais tellement il y en a qui me déçoivent. Mais bref, et donc en fait, moi c'était le théâtre. Donc je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que pour faire du théâtre à Paris, il fallait payer des cours très chers, qui coûtent la peau du cul, hein, disons-le. Et il a fallu les payer. Donc j'ai fait des petits boulots à côté pour pouvoir financer tout ça. Et par la force des choses, je me suis retrouvé au SAMU social de Paris. Et il y a eu un gros événement là-bas. Il y a eu l'incendie de l'hôtel Paris Opéra. Avec plein de familles de Maliens, enfin de gens originaires d'Afrique qui étaient hébergés dans des hôtels par des marchands de sommeil et tout ça.
Et quand j'ai vu comment ça avait été récupéré par la préfecture, parce que moi je me disais, bon bah, les gens vont prendre fait et cause pour ça, là il y a quand même des familles entières qui ont cramé dans un hôtel, et les gens vont se mobiliser, on va... Et pas du tout. Et non, pas du tout, le seul qui s'est mobilisé à l'époque, C'est c'était... toi. Non, c'était le ministre de l'Intérieur, un petit homme dont on entend encore parler de temps en temps, qui a été président pendant un certain temps, trop longtemps à mon goût, et qui lui a dit, bah, c'est très simple, si vous voulez que ça ne se reproduise pas, il suffit de nous filer les noms, comme ça, on les expulse, et là, j'ai vraiment été fâché. Là, je me suis... C'est là que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Est-ce que t'es un mec angoissé? Est-ce que t'es un tracker, toi, ou pas du tout? Je suis pas un tracker. Je suis pas... C'est-à-dire que j'ai une angoisse, mais peut-être 1 ou 2 minutes avant de rentrer sur scène. Ce qui m'angoisse, c'est plus... mais ça, je pense que c'est pour beaucoup de comédiens, ou même pour des gens qui créent leur entreprise, parce qu'on est des PME, en fait. C'est de se dire, tiens, dans 3 ans, 4 ans, où je serai, est-ce que je trouverai encore ce qui fait écho dans la société? Est-ce que les gens se retrouveront dans ce que je dis? Est-ce que je ne vais pas m'embourgeoiser? Parce que c'est ça aussi qui est très difficile. Comme moi, j'écris beaucoup aussi sur le coup de coups de sang, des coups de gueule. Plus tu as un niveau de vie qui s'améliore, plus tu commences à te reposer un petit puis peu, avoir une vie sympa. Donc, tu as acquis. moins de sources de t'énerver. Et j'ai le problème qu'ont certains rappeurs, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, quand tu as 40 ans, des gosses, tu as une belle maison, dire, parler de la cité et puis revendiquer du des shit choses. dans ton rôle d'immeuble, tu as l'air d'un couillon. Donc voilà, et je me dis, des fois c'est terrible, je me dis, je vais peut-être terminer à faire des sketchs sur les iPhones. Parle-moi de l'odeur de l'échec. En fait, l'échec, c'est pas forcément ça le pire. J'ai remarqué que ce qui est le pire dans ce métier, c'est la jalousie. Ah. Ouais. C'est plus ça qui... C'est-à-dire quand tu as des copains et tout, il leur arrive des trucs formidables, et pour lesquels il faut vraiment que tu te réjouisses. Voilà, c'est cool, tu les aimes bien, il leur arrive quelque chose de bien, tu devrais être content. Et tu es content, mais tu sens qu'en arrière-plan... Sous-jacent, il y a... Ouais, enfin, quand même, moi, j'aurais bien aimé le faire. Tu vois, un truc comme ça, tu sais pas trop par quelle boule prendre. C'est pas extérieur, c'est en toi. Donc ça, c'est plus gênant. L'odeur de la gloire Ah. C'est pareil. En fait, la gloire, c'est le regard que les autres portent sur toi. Mais moi, en fait, je le fais pas. Tu te fous du regard des autres? J'aimerais, je le souhaite, je travaille là-dessus. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'est-ce que je vais me dire durant les 5 dernières secondes de ma vie. C'est vraiment ça. C'est un truc très personnel. C'est qu'est-ce que je vais me dire à ce moment-là, quand tu es tout seul. Parce que là, que les gens, ils t'apprécient, tu vends des DVD, que tu as des statues de toi. Là, tout d'un coup, pods up, quoi. Tu sais que tu n'en as plus que pour 5 secondes et tu dis « Ah, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je me suis amusé? Est-ce que j'ai fait un truc pour moi ?» Mais c'est vrai, moi j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, et c'est vrai qu'en ce moment, quand je vois l'état du monde, je me dis mais dans quoi il va grandir? En ce moment, mais c'est de la folie. Même les gens, pour faire entendre leur désespoir, ils sont prêts à faire n'importe quoi. À Nantes, par exemple, chez vous, il y a quand même un chômeur qui s'est immolé par le feu. Il y a une femme aussi qui s'est suicidée, elle aussi, en s'immolant par le feu, parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer. Vous vous rendez compte? En période de crise, c'est plus les loyers qui flambent, c'est les locataires. Il y a même une prof qui a fait ça dans la cour de son collège, parce que ça aussi, c'est un grand sport national, à critiquer les profs. Oui, l'éducation nationale, bande de feignasses. N'empêche que c'est un drame ce qu'ils vivent. Enseignant aujourd'hui, c'est plus un métier, c'est l'état dans lequel tu rentres après les cours. Enseignant du nez, enseignant de la tête. Il y a quand même, toujours chez vous, je sais pas ce qu'il y a dans la flotte, hein, mais il y a quand même un père de famille qui, pour récupérer la garde de ses gosses, est monté sur une grue. Non mais expliquez-moi, quelle est la connexion neuronale qui s'active quand tu t'engueules avec ta femme? Putain, je veux mes gosses! Je vais monter sur une grue. Elle était devant chez lui depuis un moment, elle se disait « Ah, la grue, elle est jolie la grue, voudrait bien monter au... » Bon, admettons, hein, on rentre dans sa logique de fou, on va au sommet de la grue.
Ah, une fois qu'il est heureux, il fait « Je veux mes gosses. Il s'imagine quoi? Que sa femme en bas va dire « Oh, il a raison. Il est totalement sain d'esprit. J'ai envie de lui confier mes gosses tous les 15 jours. Allez les enfants, venez, on va voir papa dans sa jeu. Allez, dans le panier, dans le panier. Dans le panier, je vous monte. Allez, hop, hop, hop. Allez, au revoir les enfants. Au revoir maman. Allez, à bientôt, dans 15 jours. Et puis ils vont vivre heureux au haut de la grue. Oh, mes enfants, oh, formidable. Venez, on joue au ballon. Paf. Heureusement qu'on en a un deuxième. Oh, mais c'est fou. Dire à Paris, il y a une femme qui a accouché dans le RER. Eh bien, la RATP lui a donné un pass Navigo à vie pour son enfant. Mais moi, la prochaine fois que ma femme est enceinte, je la fais accoucher dans le hall de la Société Générale. Pareil, depuis un mois, on n'arrête pas d'entendre parler de ce scandale alimentaire. On a retrouvé... J'ose même pas le dire. On a retrouvé du cheval dans des lasagnes au bœuf. Vous vous rendez compte? On a retrouvé de la viande dans de la viande. Je me suis renseigné sur ce plat de lasagne qui a mis le feu aux poudres. Il coûtait 1,80 €. Mais moi, dans un plat à 1,80 €, je suis pas surpris qu'on retrouve du cheval. Je suis surpris qu'on retrouve de la viande. C'est qui ce pet de couille qui a téléphoné à la direction? C'est un scandale, il y a du cheval dans mon bœuf à 1,80 €. Mais attends, t'es pas chez Fauchon, t'es chez Fauchy. Et bien alors, le robinet à conneries s'est ouvert avec cette histoire. Hein, parce qu'autour de moi, les gens disent « Ah non, mais moi, le cheval, je peux pas. Non. Le bœuf, oui, mais le cheval, non. » Je dis « Quoi, il y a des classes sociales chez les animaux ?» Alors, c'est vrai que le cheval, c'est un animal noble. Ah, ça impressionne. Ah, dans les westerns, si jamais les cow-boys ils avaient débarqué à dos de vache, aurait une autre gueule. On va pas faire peur aux Indiens, hein. Alors, mon cher Frédéric, vous passez votre temps à vous moquer des travers des autres, mais Oui. votre plus grand moment de honte, le plus grand moment de honte de votre vie, ou le plus grand moment de solitude de votre vie? Il y a eu des... En fait, les plus gros moments de solitude, ça remonte à l'adolescence. Hein. Quand il y avait une fille qui me plaisait, il va de soi que c'était pas réciproque. Ça, c'était des grands moments de solitude. Ouais, grands moments de solitude. Il y a même eu un cas, je le raconte des fois à des amis, parce que ça me hante encore maintenant. Il y a une fille que j'aimais beaucoup oui, j'étais encore au collège. Elle s'appelait Karine Robert. Et vraiment, bon, je pense que maintenant, je la reverrai. Mais au collège, je la trouvais magnifique. Et elle était derrière moi en cours de français, et je me suis retourné. Et j'étais un peu brut de décoffrage. C'est-à-dire j'étais très violent quand j'étais adolescent. Et elle m'a regardé, et j'ai paniqué dans le fait de l'avoir me regardé comme ça. Et là, je saurais pas t'expliquer. Je suis vraiment sincère quand je dis ça, je saurais pas ce qui s'est passé. Je lui ai mis un gros pain en cours de français. Donc elle part en arrière, elle a le nez qui pisse le sang. Je fais, oh, là, tout le monde, putain, mais t'es fou. Là, la prof envoyée chez le proviseur. Et le lendemain, quand je reviens au collège, le père m'attend avec le proviseur et interdiction, tu vois, j'étais un bout de la classe, il m'avait mis à un bout de la classe et je ne pouvais plus lui parler et même pas l'approcher à moins de 10 mètres, quoi. C'était... Un petit verre d'eau, un petit verre de jus de fruits, des bonbons. Alors non, des bonbons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas chez Gulli, quoi. Regarde ça, des bonbons. Il pourrait y avoir des noix de cajou. Oui, bon, on va y songer. Alors, t'as une devise, Fred? Ce qui me tue pas rend plus fort. Joli. C'est pas de moi. Oui, merci. C'est Nietzsche. Un coup de cœur, un coup de gueule? Coup de cœur? Ouais. Coup de cœur. Ah bah si, coup de cœur, Antoine Chomsky. Ah. Voilà, Antoine Chomsky, un humoriste qui fait un spectacle sur le milieu carcéral. En fait, il a commencé en tant que comédien et on a joué dans le même théâtre dans le 13e arrondissement, mais ça date de 2007. Et c'est vraiment quelqu'un que je trouve qui est allé sur scène, mais comme il faut le faire, c'est-à-dire en prenant son temps, en avançant petit à petit, et c'est un copain, et là je sais qu'il est au point virgule, donc comme c'est une émission
sur les humoristes, autant que ça reste en interne. Voilà, allez voir Antoine Chomsky. Et coup de gueule, coup de gueule, je serais tenté de dire absolument coup de gueule contre les médias en général. C'est-à-dire, voilà, je vis d'eux parce que forcément, je suis obligé de travailler avec leurs infos, mais la manière dont on véhicule les informations en ce moment, ça t'horripile. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne comprends même plus quelle est la finalité de tout ça. C'est-à-dire, voilà, on passe de la Syrie à Marseille, de Marseille à la Syrie. T'as l'impression que les deux villes sont mélangées. Moi, je m'attends toujours à voir Bachar el-Assad parler avec l'accent marseillais. Ah, putain, quoi, je les ai pas gazés. Hein. Enfin, ce truc. Nous, on a un petit rituel de fin dans l'émission. Oui. Alors, évidemment, on te remercie d'être venu. On est ravis de t'avoir. On te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et en fait, tu vas aller danser, hein, pour finir. Parce que nous, c'est le pas de danse de fin. C'est pas le mot de fin, c'est le pas de danse de fin. Pas de danse de fin. Ouais, et tu vas te mettre là sur ce gros rond rouge. On va te remettre ta musique du début. Ouais, c'est bien pour vraiment s'afficher, en fait. Voilà, non, mais je vais venir avec toi parce que je suis sympa. Donc, je vais te tenir compagnie. Je vais essayer de te suivre. D'accord. Allez vous faire toujours les mêmes discours, toujours les mêmes airs. Hollande, alors voilà, c'est à toi de... D'accord. Tu t'as regardé Le Prince de Bel-Air? Oui, j'adore. C'est ça m'est égal. Ouais. Tous aussi des magots que des artistes. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Pas si surprenant, qu'on soit mal poli. Donc vas-y, follow ma folie, ma follow. C'est vrai qu'en ce moment, le phénomène religieux est revenu en force en France, ça c'est vrai. Hein, on le voit notamment autour de ce débat là concernant le mariage gay. Enfin en France on appelle ça le mariage pour tous. Enfin pour tous. Ah pour tous ceux qui ont réussi à pécho. Oui parce que pour les autres c'est la main droite. Hein. Et ça quand même, moi là je sais très bien que je risque de cliver la salle, mais je vous le dis vraiment, je m'en fous, c'est mon spectacle, je fais ce que je veux. Non mais c'est vrai, si vous n'êtes pas content, écrivez votre spectacle. Là, je ne comprends pas comment on peut être contre le mariage gay. Non mais vraiment, c'est même pas pour m'attirer les faveurs du peuple de gauche, hein, qui est mon principal client. Non, c'est juste que je ne comprends pas comment on peut être... Parce que s'il y a bien un sujet, mais dont je me fous, mais d'une force. Oh là là, mais dans le top 10 des trucs dont je me branle le plus, hein, c'est une image. Hein. Il y a le mariage gay. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ils peuvent s'embrasser, se marier, s'enculer, ce qu'ils veulent, tant que c'est pas sur moi. Ouais, moi, je suis très tolérant, hein. Même dans la même pièce, je leur dis, écoutez les gars, faites ce que vous voulez de votre côté, mais laissez-moi dormir. Hein. Mais t'as des gens, en ce moment, c'est... Ah non! Ah non! Non, non, non! T'es là, non, mais calmez-vous, ça vous enlève rien! Ah! Ils manifestent toute la journée, ils se font gazer la tronche. Ah! J'ai même vu des gens qui disent, oh, mais moi, j'ai jamais manifesté de ma vie, mais là, je me suis dit, il faut y aller. T'as des gens qui crèvent de faim et de froid dans la rue depuis des années, on bronche pas. Des entreprises qui ferment, on bronche pas. Des marchés financiers qui s'en foutent plein les fouilles, on bronche pas. Mais alors, deux PD qui se marient, non! C'est quoi le problème de ces gens? Ils se réveillent la nuit comme ça, t'as encore fait le cauchemar? Peut pas dormir, deux mecs qui s'enfilent. J'ai vu Serge Dassault qui explique que si la Grèce est dans l'état économique dans lequel elle est en ce moment, c'est à cause de l'homosexualité. Oui. C'est-à-dire que pour lui, l'homosexualité, c'est la décadence des civilisations. Le mec fabrique des armes. Des mines antipersonnelles sur lesquelles il y a des gamins qui explosent. C'est-à-dire que pour lui, fabriquer une mine antipersonnelle, c'est moins grave pour une civilisation qu'un pénis dans un anus. Mais ferme ta gueule. Franchement, quand tu vois le genre de conneries que t'es capable de dire à 86 ans, mais il y a rien qui me fasse me réjouir du rallongement de l'espérance de vie. Hein. Après, j'ai vu Christine Boutin. J'y croyais pas, elle m'a fait aimer les CRS.
C'est la première fois de ma vie que j'ai... Non, faut arrêter de les critiquer. Hein. Non, ils font pas un boulot facile. Là. Ah non, parce que... Alors, elle, à 800 mètres des gaz... Ah non, il y a un caillou. Non, là, c'est sale. La démocratie se meurt. Elle t'explique avec Monseigneur Barbarin que si jamais on autorise le mariage homosexuel, c'est la porte ouverte à la pédophilie. Ça va aux paroles d'experts? Non, parce que s'il y a bien un sujet sur lequel les cathos feraient bien de pas trop la ramener, c'est la pédophilie. Mais moi, vous savez, j'ai des amis homosexuels, j'aurais dit, je comprends pas du tout, je pensais que ça allait passer facilement. Vous savez, moi, personnellement, ça m'aurait pas du tout gêné d'être gay. Hein. Et ils m'ont répondu, nous aussi. Non, parce qu'il paraît que j'ai un physique homophobe. Il y a un corps qui fait peur aux homos. Alors, vu que l'homosexualité, pour moi, ça a l'air d'être râpé, avec ma femme, par contre, on fait tout pour que notre fils le devienne. Ah bah, je vous explique, je suis comédien, ma femme travaille dans la culture, on est de gauche. Dire un fils homosexuel, c'est le dernier truc qui nous manque pour briller en société. Ah non, mais moi, je serais trop content. Moi, j'adorerais qu'elle ait des gens, je sais pas, moi, il me ramène un sans-papier, oui. Un rhum, oui, un rhum. On inviterait des copains un peu coincés du cul, ils se rouleraient des galoches devant eux, et quand ils seraient choqués, on ferait « Ça vous gêne ?»